Dette, déficit, rôle de l'État, ce sont des mots qu'on entend en boucle, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Aujourd'hui, on ouvre le portefeuille de l'État pour y voir plus clair. On va tout décortiquer, de ses missions fondamentales jusqu'à la gestion de son budget. Pour commencer, il faut se poser la question à la base de tout. L'État, il doit être un simple arbitre, juste là pour assurer la sécurité, ou est-ce qu'il doit être un acteur engagé, qui protège et qui oriente l'économie? C'est ce grand débat philosophique qui a vraiment dessiné le monde dans lequel on vit. En fait, ce grand débat, on peut le résumer à deux grandes visions du monde. Deux philosophies qui s'affrontent sur le rôle de l'État. Et vous allez voir, elles sont aux antipodes l'une d'autre. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'État gendarme. C'est la vision, disons, minimaliste. L'idée ici, c'est que l'État s'occupe du strict minimum, la police pour la sécurité, la justice pour les lois et l'armée pour la défense. Pour tout le reste, et surtout pour l'économie, c'est laisser faire. Le marché se débrouille tout seul. Et puis de l'autre côté, on trouve l'État-providence. Alors lui, c'est un modèle qui a vraiment explosé après la Seconde Guerre mondiale. Il garde bien sûr les missions de base de l'État gendarme, mais il ajoute d'énormes couches de protection en plus. La sécurité sociale, la régulation de l'économie et même la création de grands services publics. On le voit bien, le fossé entre les deux est juste immense. D'un côté, les fonctions de base de l'État gendarme, de l'autre, l'État-providence qui rajoute la protection sociale, la régulation. Bref, on ne parle plus du tout de la même chose. On passe d'un État arbitre à un État joueur, un acteur central de la vie économique et sociale. Mais voilà le point le plus important en fait. Ces deux modèles, ce sont des idéaux, des théories. Dans la réalité, aucun pays n'est à 100% l'un ou l'autre. Chaque gouvernement, selon ses idées, selon le contexte, place le curseur où il veut entre ces deux extrêmes. Il choisit d'intervenir plus ou moins. D'accord, mais alors, comment on sait où se situe un pays comme la France sur cet axe? Il y a plusieurs manières de mesurer le poids de l'État, des manières qualitatives et des manières quantitatives. Une première façon de voir les choses, c'est de regarder à quel point l'État est propriétaire d'entreprises. S'il ne possède rien, c'est une entreprise privée. Logique. S'il a une part, mais qu'il n'est pas majoritaire, on parle d'entreprise semi-publique. Et enfin, s'il détient plus de la moitié des parts, comme pour la SNCF ou la Poste, eh bien là, c'est une entreprise publique. Mais si on veut des chiffres, un vrai indicateur concret, alors là, il faut regarder le taux de prélèvements obligatoires. C'est un peu barbare comme nom, mais l'idée est simple. Ça mesure la part de toute la richesse créée dans le pays en un an, le fameux PIB, qui est récupérée par l'État via les impôts, les taxes et les cotisations. C'est vraiment l'indicateur le plus parlant du poids financier de l'État. Et en France, ce taux, il est d'environ 45%. C'est un chiffre colossal, vraiment l'un des plus élevés au monde. Ça montre, sans aucune ambiguïté, que la France a fait le choix d'un État-providence, avec une intervention très, très forte dans l'économie. Bien sûr, une intervention aussi massive, ça a un coût. Et c'est là qu'on arrive à deux mots qu'on entend tout le temps et que franchement beaucoup de monde mélange, le déficit et la dette. Attention, ce n'est pas du tout la même chose. Alors le déficit, c'est quoi? C'est simple. C'est un flux. C'est le résultat sur une seule année. Quand, sur l'année, l'État a dépensé plus d'argent qu'il n'en a fait rentrer avec les impôts, eh bien, le budget est en déficit. Pour la petite histoire, le budget français est en déficit depuis près de 40 ans. Et la dette alors? Si le déficit c'est le résultat sur une année, la dette c'est le stock, c'est l'accumulation de tous les déficits des années passées. Chaque année où il y a un trou dans la caisse, l'État doit emprunter pour le boucher. La dette publique, c'est tout simplement la somme de tous ces emprunts qui n'ont pas encore été remboursés. C'est un véritable engrenage qui transforme le déficit en dette. Suivez bien. Premièrement, le budget de l'année est en déficit. Deuxièmement, pour compenser, l'État emprunte. Troisièmement, ce nouvel emprunt s'ajoute au montant total de la dette qui grossit. Et c'est là que le piège se referme. Plus la dette est grosse, plus les intérêts à payer dessus sont énormes, ce qui alourdit les dépenses de l'année d'après et alimente le déficit suivant. La boucle est bouclée. On imagine bien du coup que c'est un véritable casse-tête pour les gouvernements. Ils sont coincés entre leurs ambitions politiques, les pressions extérieures et puis les conséquences très concrètes d'une dette qui s'accumule. Une de ces pressions, par exemple, vient de l'Union européenne et de ses fameux critères. Regardons les chiffres de 2018. L'objectif, c'était un déficit sous les 3% du PIB et une dette sous les 60%. Ce qui est intéressant, c'est que la France respectait la règle du déficit, mais sa dette, elle, était à 99% du PIB, bien au-delà de la limite. Visuellement, l'écart est encore plus parlant. La dette française explose l'objectif européen. Et c'est ça, toute la difficulté de l'exercice. On peut arriver à maîtriser le flux, le déficit sur une année, tout en étant écrasé par le poids du stock, toutes les dettes accumulées. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a les imprévus, les chocs. Une crise majeure, comme celle du Covid-19, c'est l'exemple parfait. Ça force l'État à dépenser des sommes folles pour soutenir l'économie. Résultat, le déficit explose et la dette grimpe en flèche. Le curseur est poussé de force vers plus d'interventions et donc plus de dettes. Et tout ça, ça nous ramène à notre question du début.
Face aux crises qui se multiplient, qu'elles soient sanitaires, énergétiques ou climatiques, quel rôle l'État doit-il jouer? Faut-il accepter une dette encore plus lourde pour protéger tout le monde? Ou au contraire, faut-il réduire la voilure pour sauver les finances publiques? Le débat est loin d'être terminé.